sa simple présence, de voir un noir congolais qui passe sur TF1 à heure de grande écoute et qui est apprécié par tous, juste ça, c'est une revendication sociale. Pour moi, ça reste un mouvement, mais c'est un mouvement aussi qui s'est commercialisé, dans lequel il y a beaucoup d'argent. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas issus de ce mouvement qui en profitent et qui font beaucoup d'argent. Il y a des civilisations qui se sont éteintes. Donc pourquoi pas le hip-hop, hein. On a vécu quelque chose d'exceptionnel. On dit qu'on n'a qu'une vie. Et si en vrai on n'avait qu'une seule mort? Moi, c'est Oussama. J'ai vu ma vie défiler et depuis, j'ai changé de mental. De l'usine à la fac et de la fac à l'entrepreneuriat, j'ai lancé Artisan d'Esprit. Et si t'es ici, c'est pour entendre des récits vrais de gens qui doutent, qui tombent, mais qui avancent avec foi. Notre but, valoriser les quartiers de France. Parce qu'ils portent des talents, des rêves et des combats. Artisan d'Esprit, c'est des échanges sincères, authentiques et sans langue de bois. N'écoute pas les conseils des gens, écoute leur histoire. C'est maintenant sur Artisan d'Esprit. Les amis, je vous présente Alex, a.k.a. DJ Flex Tagada, a.k.a. Flex t'attends quoi, a.k.a. Flex plein de choses en réalité. Non mais laisse tomber, avec le Bougarno, on a des plein de a.k.a. comme ça en famille. Il y a vraiment plein de a.k.a. Tu fais beaucoup de choses dans ta vie, notamment tu as commencé par être DJ et tout, mais aujourd'hui tu as 2 podcasts, tu as confondé le podcast qui est très récent. Alors, tu parles de Temps Mort. Ouais, Temps Mort Show, qui parle du basket et de la culture autour du basket. Exactement. Et un podcast qui est un peu plus vieux, qui a beaucoup plus d'expérience, qui est Parole Véritable, qui reçoit beaucoup de personnes, des personnalités. Un des derniers là que je suis en train de regarder, que j'ai pas fini encore, avec notre cher Edgar Yves. Avec Edgar Yves. Il dure 4 heures, mais 4 franchement, tu vois pas le temps passer. C'est une blague. Ouais, à ce qui paraît. Nous non plus, on n'a pas vu le temps passer en le faisant. C'est après, on s'est dit, mince, 4 heures. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? On s'est dit, là, on drop tout d'un coup. Franchement, vous avez raison. Il y a une première question que je pose à tous mes invités. C'est comment va ton cœur? Waouh. Alors, déjà, petite technique, hein. Permets-moi de te remercier déjà de m'inviter. Et force à ton projet, j'y crois, on se connaît depuis quelques années, tu es une personne que j'apprécie, je reconnais ton sérieux, ta détermination, et je sens que tu as un truc. Merci. À chaque fois que je te vois, je sens que tu as un truc, etc. Donc c'est pour ça qu'on parle souvent de projet et tout. Donc quand tu m'as invité à venir, ça m'a fait plaisir, ça m'a honoré. Et voilà, si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas. Comme on dit, c'est la famille. Très bonne question, ça m'a laissé le temps de réfléchir. Écoute, je pense qu'aucun cœur ne va bien, enfin va à 100% bien, je veux dire. Mais parce qu'il y a des blessures de la vie, des choses, plein de choses qu'on a en nous. Mais c'est pas parce que ton cœur ne va pas 100% bien que tu dois te morfondre ou tu dois pas t'apitoyer sur ton sort. Tu dois continuer d'avancer quoi qu'il arrive. Tant qu'il bat, il va bien. Voilà. Ouais, je dirais ça. Évidemment, on a tous nos problèmes perso, etc. Mais quand tu regardes ce qui se passe dans le monde et tout, en vérité, on est très très bien lotis. Faut relativiser. Donc, pour répondre simplement à ta question, mon cœur va bien. Bon, tant mieux. Ça fait plaisir à entendre. C'est toujours une question particulière. Je sais. Pas mal la feinte où tu as gagné du temps. Non. Mais en tout cas, j'apprécie beaucoup et sache que c'est réciproque. Merci. Deuxième question un peu moins profonde mais intéressante. Est-ce que tu peux me raconter ta jeunesse mais à travers ton quartier? Ok. C'est une très très belle question. Merci. T'es fort, t'as une très belle question. En fait, ma jeunesse, je pense qu'on avait... Tu vois le Truman Show? Ah oui. Moi je viens de Mantes-la-Jolie, Val-Fouré. Je te dis le Truman Show parce qu'on est loin, on vit un peu en autarcie. Et en fait, c'est un peu le village d'irréductibles gaulois, là. On vit dans un espèce de grand village qui s'appelle le Val-Fouré, où tout le monde se connaissait, tout le monde s'appréciait. Il y avait un mélange culturel. Ça s'appelait même pas comme ça à l'époque, tellement c'était normal. C'est-à-dire qu'il y avait des Français de souche, des immigrés de première génération, etc. Mais moi, mes parents viennent de Guinée-Bissau, Sénégal et tout, donc on se mélangeait, on était intégrés. Il n'y avait même pas ces histoires d'intégration. Tu venais, on parlait français, tu vois, je m'appelle Alexandre, tu vois, donc l'intégration, c'est pas quelque chose de nouveau. Franchement, on a vécu quelque chose d'exceptionnel. Et avec mes potes, quand on se voit aujourd'hui et tout, on en parle et on se dit, mais en vérité, on a vécu un truc de fou. Parce que
cette espèce de grand village-là fait que tout le monde comptait les uns sur les autres, tout le monde élevait les enfants de tout le monde. Ouais, c'est vrai ça. On s'appréciait. Les grands, ils élevaient les petits, même si c'était le voisin. Exactement. Encore aujourd'hui, hein, j'ai des anciens et tout, je leur raconte des leçons qu'ils m'ont données dans des moments du quotidien, tu vois ce que je veux dire. Le truc où un jour, un ancien qui m'a mis une petite giflette comme ça, parce que je lui ai serré la main sans le regarder dans les yeux. Il m'a dit, hey, petit double, parce que double c'est mon grand frère, hey, on regarde toujours les gens dans les yeux quand on leur serre la main. Ça m'a marqué, je me suis dit, ah ouais. Et il m'a expliqué après que, au fur et à mesure, que c'était une marque de respect. Ouais, tu vois, tant de trucs comme ça. On était vraiment dans un espèce de cocon où on s'entendait bien, même avec la police, même s'il y avait 2-3 trucs et tout et tout. Les policiers nous connaissaient les gens par leur prénom. Bah, mais pas forcément de la pour... police de proximité, pas forcément pour des mauvaises choses. Mais ils savaient que, hey, toi, t'es petit frère de trucs, hey, rentre, allez, il est tard, des choses comme ça. Les conversations qui durent jusqu'à pas d'heure, avec des garçons, des filles, il n'y avait même pas cette notion de trucs bizarres ou je sais pas quoi, on était vraiment non, on est au bas du quartier, on discute, on vanne, on rigole et tout et tout. Et ça nous a créé un lien qui ne mourra jamais, tu vois. Et à chaque fois qu'on se revoit avec les potes d'enfance et tout, c'est instantanément ce sentiment il renaît et on se pose et on se vanne, etc. Et c'était quoi votre routine, par exemple, l'été? Je sais que nous, chaque été, on avait nos mêmes jeux, nos mêmes routines. Vous, c'était quoi? Moi, j'ai commencé à mixer tôt, vers à 13 ans et demi, j'ai commencé à mixer. Ah oui, d'accord. Donc très vite, ça a été le mix, mais surtout le basket ou les tournois, les matchs de foot interquartiers. Ouais. Tu vois, le terrain de foot, de basket, là, c'était vraiment l'endroit où tout le monde se réunissait. Ouais. La kermesse, ça se faisait aussi sur le terrain ou pas? Parce qu'il y avait une fois de temps en temps une kermesse. Ça se faisait de l'autre côté, mais c'était vraiment cet esprit de village, en fait, où tu voyais des mecs qui étaient dans les entrées, d'autres qui étaient sur les barrières, d'autres qui étaient sur le terrain, d'autres qui étaient sur la pelouse, d'autres qui étaient là, etc. C'était cette espèce de kermesse vivante constante, en fait. Et des fois, tu sortais à 2h du matin, tu avais l'impression qu'il était 2h de l'après-midi. Parce qu'il y avait des petits qui jouaient au foot, des trucs, etc. Et c'était safe, parce qu'il y avait même les darons qui se posaient, qui discutaient jusqu'à pas d'heure, en été, et tout. C'était vraiment magnifique comme époque. Je me souviens d'une époque... parce que moi j'habitais pas en Ile-de-France, j'habitais dans le 60. D'accord. Et je sais que même nous on avait un couvre-feu à respecter et tout, tu vois, parce qu'il y a eu une rixe entre des mecs de mon quartier et des mecs d'un quartier de la ville voisine de Creil, tu vois. Il y avait eu une grosse galère et tout, où il y a eu malheureusement des décès et tout, et en fait ça partait en guerre de quartier et tout, et ils ont instauré justement cette loi-là pendant quelques temps, mais mine de rien, ça n'a pas empêché aux gars du quartier de sortir, de se poser sur le bâtiment sans que ça parte en cacahuète avec la police et tout, parce qu'il y avait cette forme de proximité aussi. Peut-être pas aussi proche que la vôtre, mais il y avait ce truc-là où nous, contrairement à ce qu'on pouvait voir en Ile-de-France, il n'y avait pas ce truc où il y avait la police qui cherchait. Tu vois, parce qu'on a déjà vu des émissions, on a déjà vu même face à face des policiers qui cherchaient d'autres personnes et inversement des personnes qui cherchaient les policiers et tout. D'accord. Donc il y a et une des raisons pour laquelle ils faisaient ça, enfin ils ne faisaient pas ça en tout cas les grands de quartier, c'est que nous aussi on était un peu dehors et ils voulaient pas nous influencer de la mauvaise façon, tu vois. Toi, c'est quoi l'influence que tu as eue par rapport aux grands, mis à part la petite claque, je veux dire, qu'est-ce que tu as vu chez les grands qui t'a inspiré confiance en l'avenir? Le fait qu'il soit très protecteur. En fait, ce que j'aimais bien à Mantes-la-Jolie et à l'époque où j'y ai grandi, c'est que les grands étaient très dans le... On fait nos trucs, mais on préserve les petits. On ne leur montre pas, on ne le glorifie pas. Et surtout que dès qu'il y a un problème ou je sais pas quoi, les petits, dégagez, restez pas ici, c'est pas pour vous, rentrez chez vous, il est tard. Moi, il y a eu des émeutes à Mantes-la-Jolie, tu vois, en 91, etc. J'ai rien vu parce que mes grands frères ou mes autres grands frères, par extension, les grands du quartier, à chaque fois, dégagez, rentrez, ne restez pas là, etc. Ça veut dire que c'est comme si on avait des œillères, mais c'était juste les grands qui faisaient barrage et qui nous protégeaient de voir certaines choses parce qu'ils ont préservé notre innocence, tu vois, le plus longtemps possible. C'est plus le cas aujourd'hui. Et il y avait cette hiérarchie très nette. Les grands ne galéraient pas avec des petits. Je raconte souvent cette anecdote, je l'ai raconté d'ailleurs à Driver. Driver, je me souviens, il était venu au quartier voir Kurtra d'Expression Directe, et ils avaient passé la journée, etc. Et à la fois, Driver, l'une des premières fois que je l'ai rencontré, je lui ai raconté ça. Je lui ai dit, mais je t'ai vu, j'étais là. Sauf que t'étais avec les grands, et j'avais pas le droit de venir te saluer.
Parce qu'il y avait cette hiérarchie de les grands sont avec les grands et les petits sont avec les petits, et il ne faut pas que ça se mélange parce que tu as des choses que tu ne dois pas entendre, ou tu vois ce que je veux dire. Donc il y avait ce côté protecteur, et je les remercie encore, hein, tu vois, les grands frères qu'on fait ça, parce que ça permettait de, comme je te le dis, de préserver notre innocence, et aussi de nous préparer doucement à voir des choses pas cool. Mais tu as parlé de Rix, moi je tiens... Alors évidemment c'est quelque chose de déplorable, mais c'est malheureusement l'une des conséquences de la vie en proximité, etc. Il y a des groupes qui se forment, il n'y avait pas forcément le dialogue, parce que des fois il faut des entremetteurs, des intermédiaires qui permettent aux gens de dialoguer, et c'est quelque chose qu'il n'y a pas forcément toujours. Donc il y a eu des drames qu'on déplore, mais il faut dédramatiser, il ne faut pas penser que tout le monde participe au RIX. Ouais, bien sûr. Il faut instaurer le dialogue le plus tôt possible pour dire aux gars, bon, on a des différents, mais ça peut se régler. Totalement. Pourtant, c'est un truc qui est dans notre culture, hein, la culture africaine, mais ça, c'est plus dans le contexte familial, tu vois, où par exemple, il y a un couple qui va pas bien, ou entre les frères et les sœurs, ça va pas bien et tout, il y a l'ancien du village qui vient et qui fait le modérateur un peu. Mais c'est vrai que c'est dommage qu'on n'a pas eu ça à une plus grande échelle pour continuer un peu dans cet aspect culturel, tu vois. Maintenant, voilà, on peut pas tout avoir non plus. Il y a des choses de la vie, malheureusement, qui... Mais il y en a partout, je veux dire. Des gens qui s'entendent pas et qui se font du mal, il y en a partout, dans tous les milieux, etc. On dit Rix, dans d'autres contextes, on appelle ça la guerre des boutons, ou dans d'autres choses que je veux dire. En réalité, c'est des jeunes qui se battent parce qu'ils n'arrivent pas à se parler, ça arrive partout, malheureusement. Et ça fait partie de la nature humaine, hein, on va pas se mentir. Malheureusement. Et donc, tu grandis dans cet environnement-là. Tu as dit que tu avais commencé à mixer à l'âge de 13 ans, mais juste avant de rentrer dans l'adolescence, tu étais comment à l'école ? Studieux, bon élève. Ouais. Moi, j'ai toujours eu cette soif d'apprendre. Ok. Donc, quand il y a un adulte qui vient et qui lui donne de la connaissance, moi j'adore. Et en plus, c'était encore une autre époque où on avait peur des adultes, on respectait. Il y avait encore la fessée à l'école. Exactement. Feu mon daron, feu mon père avait on avait un directeur, ceux qui savent, Monsieur Landais, à l'école Anna de Noah et à Mantes-la-Jolie. Il n'hésitait pas à nous corriger physiquement, des gifles ou des trucs comme ça. Bon, il a exagéré sur 2-3 cas, je ne reviendrai pas là-dessus, mais il s'était lâché sur 2-3 petits, mais en fait, tous les pères du quartier lui avaient donné carte blanche. Ouais, je vois. Et en plus, il buvait des coups avec mon père au bar et tout, donc... ça crée de la proximité encore plus. Non, mais ça crée de la proximité, mais ça fait surtout les adultes sont unis pour faire en sorte que tu ne dérapes pas et que tu aies peur de l'autorité, que tu respectes l'autorité. Pas forcément peur, mais que tu respectes l'autorité. Là, aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, le prof, il met une heure de colle à son élève, le parent, il va se battre avec le prof. Ouais, grave. C'est une dinguerie. C'est un truc de ouf. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué, et pas forcément dans le bon sens au niveau scolaire. Ouais. Et même dans l'animation en soi. Pour avoir été animateur, j'en ai vu des dingueries. Enfin. Et donc, ok, là, je comprends un peu mieux le personnage. Donc, comment naturellement, je connais un peu la réponse, mais comment tu te retrouves à baigner dans le milieu du hip-hop ? J'ai des grands frères qui sont nés avant le hip-hop, qui l'ont vu arriver, qui l'ont pris à bras-le-corps, etc., et qui nous ont transmis, en fait, tout naturellement. Moi, je voyais quand t'es petit, tu veux ressembler à ton père ou à tes grands frères, etc., etc. Donc, forcément, j'ai découvert les Public Enemy, Naughty by Nature et consorts par mon grand frère Bernard, qui lui-même l'avait découvert le début du hip-hop avec mon autre grand frère Jacques. Après, l'autre, il était plus vieux, donc pour lui, le hip-hop, c'était un truc de petit. Il s'y intéressait pas forcément. Jazz, lui c'était plus jazz, funk, etc. Tu vois. Donc, tout naturellement, il y a eu tout ce qui est son de la Motown, Michael Jackson et tout, toute la black music qui est arrivée. Parce que dans le quartier, on écoutait de la funk, tu vois ce que je veux dire. Même mes potes, Robeux, etc., tous les grands, c'était les Kissman, comme on les appelait. C'était de la funk. Donc, tout ça a découlé naturellement vers le hip-hop. Et on était très, très, très New Jack, parce que New Jack au début, et après ça a glissé vers le hip-hop, etc. Et ça fait partie des choses avec lesquelles tu te construis. Et pourquoi tu commences par mixer ? Pourquoi pas le rap, par exemple, ou l'écriture ?
Alors, petite confidence, j'ai commencé par le rap, ça a duré 2 semaines, je me suis rendu compte que c'était pas pour moi. J'ai commencé justement avec mon pote DJ Dusty, Poison. Poison qui est maintenant un rappeur reconnu. On a commencé, etc. J'ai commencé 1 semaine ou 2, après je me suis rendu compte tu l'as laissé à lui. Voilà, c'était plus, je m'intéressais plus à ce qui se passait derrière le micro, mais je pense que je voulais m'exprimer et il fallait que je trouve un moyen, tu vois. Et après on a été pris sous l'aile de nos grands, DJ 9, DJ Sphinx, DJ Lynx, big up à eux d'ailleurs, qui ont senti ce truc, cette DJ MC, pas à son âme, qui ont senti cette envie et cet amour pour la musique, tu vois. Parce que ça commence par ça avant tout, tu vois. T'as l'amour de la musique, t'as vraiment envie de faire les sacrifices pour t'y intéresser. Totalement. Et je pense que c'est ça qui fait qu'un jeune apprendra toujours mieux que si on le force. C'est quand il voit la passion chez quelqu'un. C'est ça. Et en fait, ça lui donne envie plus d'être passionné que d'apprendre, je pense. C'est cette subtilité-là qui fait la diff. Et donc, tu commences par le DJing. Et comment ça se passe? Raconte un peu cette expérience. DJ sans platine. Donc, c'est à l'époque des vinyles. Hein. Exactement. Donc j'achète des vinyles, etc. Mon pote DJ Dusty, Mohamed, lui, réussit à s'acheter sa maman lui achète des platines. Jiminy à l'époque, pas entraînement direct à Courroy. Et donc on galère ensemble, c'est mon meilleur pote. Donc on découvre un petit peu le métier. Mais il faut savoir qu'avant ça, avant qu'on ait des platines, nous, avec toute notre bande de potes, là, toute notre bande d'amis, on se connaissait des collèges, du collège ou des autres collèges, etc., etc. Tous les samedis, on organisait ce qu'on appelait des après-midi. C'est-à-dire que nous-mêmes, on se prenait en main. C'était pas les grands qui nous aidaient ou quoi que ce soit. On s'organisait pour tes parents sont pas là. Vas-y, moi j'ai un lecteur CD, moi j'ai une table de mixage. Toi ramène des CD, toi ramène du jus, toi ramène des gâteaux, etc., etc. Et hop, tous les samedis, on s'organisait, on se faisait nos petits après-midi, tu vois. Rarement des soirées, mais tu vois. C'était tout le monde mettait dans un pot commun ses connaissances ou ses moyens, et on faisait en sorte de s'amuser. On commençait les petites amourettes, etc., etc. Mais voilà, ça m'a forgé à cette idée de vouloir faire plaisir aux gens en leur permettant de danser, de se réunir, etc. Tu vois. Ça vous a amené jusqu'où, ça, cette première étape? Après, on a organisé de plus grandes après-midi, etc. Et ça nous a... Après, Dusty et moi, on a percé le plafond de verre où c'était les grands, après, qui nous invitaient dans les soirées... à mixer dans leur soirée, gratuitement, je précise. Petit message. Ouais, bien sûr. Non, mais et en fait, ça nous a fait, je veux dire, grandir un peu plus vite parce que très vite, on a côtoyé des plus grands que nous dans des soirées, dans des trucs, etc. En plus, voilà. Mais ça, c'est une étape de fou dans ta tête. Tu te dis, t'es validé par les plus grands. C'est ça. Et est-ce qu'à ce moment-là, tu te dis, vas-y, je vais en faire mon métier? Parce que il me semble que j'ai vu un peu ton CV traîner, tu étais commercial un peu au début. Ouais, en fait, ça, c'était, entre guillemets, un hobby. Ouais. Après, tu es à l'école et que tu fais ton cursus classique d'école et tout. Donc, j'étais commercial, j'étais vendeur, j'étais développeur, etc. Mais la musique, ça a toujours été un hobby plus qui me permettait de gagner un peu d'argent, de me construire aussi en tant que personne, etc. Il y en a, et je faisais du basket aussi, donc il y en a, c'est les foot. Dans les quartiers, c'est soit foot, soit basket. T'as des footballeurs, t'as des basketteurs. Nous, on était les DJ. Okay. Tu vois. T'as les pharmaciens de la street, etc. Voilà, nous, on était le groupe de DJ qui était connu, reconnu et apprécié par tous, tu vois. Et moi, en fait, comme tu le dis, en capital confiance, c'était incroyable parce que ma passion me permettait d'être validé, comme tu le dis, par les grands. Et j'étais plus simplement le petit frère de mes grands frères. Ouais. J'étais Flexta, le DJ, le machin, etc. Donc, Et est-ce que tu penses que avoir cette notoriété-là est beaucoup plus impactante que d'avoir une notoriété du style avocat à ton époque? Alors, c'est très bizarre, mais oui. Parce que avocat, c'est quelque chose qui n'était pas spécialement apprécié à sa juste valeur parce que c'est un truc inaccessible, un peu austère, alors que DJ, c'est cool. Toi, tout le monde veut être pote avec le DJ, les filles apprécient les DJ. Là, c'est vrai. Non, alors que avocat, c'est le truc où on s'imagine ce qu'on voit à la télé, ce qui est loin de la réalité des avocats, tu vois. Et
il y a une distance qui se fait, qu'il n'y a pas que le monde de la musique. Et ça fascine en réalité, tu vois ce que je veux dire. Parce que tu peux aller dans des soirées, dans des machins, on s'imagine toujours que le DJ, c'est je sais pas qui, alors que non, c'est juste un mec qui aime la musique, qui partage avec les autres. On avance un peu dans le temps, donc... Non, avant d'avancer justement un peu dans le temps, à quel moment tu dis... vas-y, c'est bon, les études, tout ce qui est développeur, tout ce qui est commercial, etc., ça va 5 minutes. Là, je pense que depuis le temps, j'ai vraiment une crédibilité et je veux capitaliser sur cette crédibilité pour me concentrer sur ce que j'aime en mode passion plus. Ça s'est fait par plusieurs vagues, parce que le truc, en réalité, c'est que vivre de la musique, c'est très compliqué. Même quand tu es DJ, il y a des gros DJ qui arrivent, mais ils sont très très peu, tu vois. Donc c'était plus ou moins le mix en avant, mais les études, le travail, moi j'étais rapidement père. Donc forcément, tu es dans une vie de couple, une vie maritale où tu es obligé de quand même de bosser, etc. Engagement, quoi. Donc, exactement. Donc il y a des périodes où j'avais arrêté le mix, etc. Mais DJ un jour, DJ toujours. Donc je suis toujours DJ, donc de temps en temps je mixe, etc. Okay. Mais c'est pas ça qui te permet de vivre. Donc tu es obligé de conjuguer les deux. Le vrai déclic, je dirais que c'était le Covid. Le Covid en 2020 qui nous a permis à tous de nous regarder dans la glace et de dire bon, là, le monde s'est arrêté. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu veux faire? Je pensais pas que c'était aussi récent. Je pensais que c'était plus vieux que ça. Vraiment où je suis parti de 0 à 100%. D'accord, switch total. Parce qu'avant, évidemment, il y a des périodes où je bossais, des périodes où je bossais pas, mais j'ai toujours été DJ, donc j'ai fait plus ou moins, etc. En plus, j'étais DJ d'artiste, etc. Donc j'ai tourné, j'ai fait tout ça. Mais quand j'étais dans les études, la question ne se posait pas. Et quand j'ai commencé à bosser, je bossais. Et quand je bossais pas, j'étais toujours DJ, mais ça s'est jamais arrêté. Mais le truc où je me suis dit vraiment, allez, on y va à fond, c'est Covid. Après, moi, je suis entrepreneur aussi, depuis un moment, tu vois. Donc, j'ai déjà cette notion de débrouille-toi, essaie de sortir par ton travail, tu vois. Mais vraiment, 2020, c'est là que je crée, avec Arnaud, qu'on crée le podcast. Moi, avec mon boulot, je fais une rupture conventionnelle qui me permet de continuer de bénéficier des aides et de me consacrer sur un projet pour construire quelque chose de plus grand, tu vois. Tu as une vraie capacité d'analyse et surtout, tu as une expertise aussi par rapport à ton domaine. Parce que oui, tu as été DJ, tu as fait des prods. Tu es globalement dans l'univers de l'audiovisuel, parce qu'il y a la photo, il y a la vidéo et tout. Bien sûr. On s'est rencontrés via Open Mind, donc via Francis. Francis qu'on embrasse et qui ont fait un gros big up aussi. Faut qu'il passe d'ailleurs. Il va passer, c'est prévu. Son parcours. C'est prévu aussi qu'il passe, mais je savais pas qu'il avait fini son taf, donc je pense qu'en termes de dispo, ce sera beaucoup plus récent que je ne croyais. Donc voilà, au moins c'est officialisé par caméra. Tu passeras, t'inquiète pas, t'es sur la liste depuis longtemps, Francis. Très bon gars, vraiment, Francis, très bon gars. En fait, j'ai envie de te poser une question, c'est qu'est-ce qui, selon toi, a changé dans notre rapport à la musique est-ce qu'il y a une différence entre un jeune des années 90 qui écoutait de la musique et un jeune de maintenant, en 2025, qui écoute de la musique? Il y a une différence fondamentale. C'est l'accès à la musique. Déjà. Et la quantité de la musique. Il y en a trop. Quand tu sais par jour, il y a 103 000 et des poussières, 103 000 sons qui sont uploadés chaque jour sur les différentes plateformes dans le monde. Incroyable. Quand tu sais que ce qui sort aujourd'hui en une semaine, c'est ce qui sortait en une année, je crois l'année 70 ou 73. Ce qui sort aujourd'hui en une semaine, c'est l'équivalent de ce qui sortait en une année. Incroyable. Donc c'est énorme. Et en fait, trop d'informations tue l'information. C'est-à-dire que nous, on avait le CD qu'on était en capacité d'acheter ou d'obtenir par un pote ou par un frère ou je sais pas quoi. Et ce CD-là, on l'écoutait pas qu'une fois parce qu'il n'y en avait pas 50 000. Donc tu l'écoutais, tu le réécoutais. Ça te permettait de découvrir et d'apprécier des albums sur la durée. Totalement. Là, aujourd'hui, il y a tellement de sons qui sortent que aussitôt il est sorti, aussitôt tu dois l'écouter. Et aussitôt, tu dois donner un avis. Tu te sens obligé par cette pression sociale des réseaux sociaux de donner un avis. Alors que des fois, tu peux ne pas avoir d'avis, pas tout de suite. Et puis, je trouve qu'il est très souvent faussé, l'avis, pour plusieurs raisons. Tu peux kiffer un ou deux. Moi, quand j'écoute un album, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'écoute plus beaucoup d'albums.
c'est que je vais avoir un coup de cœur sur un seul ou deux morceaux, et je vais les écouter en boucle pendant des semaines ou des mois, tu vois. Et puis après, quand je suis chaud, je réécoute l'album et je vois ce qui me plaît. Et le problème et ça a été un vrai fléau pour moi pendant quelques années, notamment les années 2010, quand les gens faisaient des premières écoutes. Ils étaient là, ils écoutaient, un truc de ouf et tout. Mais non, c'est pas possible. C'est pas possible pour moi de faire une première écoute sur un album, surtout si l'artiste il a bossé, et est capable de dire vas-y, tel morceau il est bien parce que machin, parce que non, c'est pas possible. Pour moi, mais je sais pas ce que t'en penses. Il y a des sons que tu peux kiffer tout de suite. Tout de suite. Mais il y a des sons que tu vas détester au début. Ouais. Et après, ça va être les sons de ta life. Ça va être le son que tu vas kiffer parce qu'il y a les hits qui sont avec les ingrédients qui font que ça marche tout de suite. Mais des fois, il y a le son 3 ou 4 que tu n'as pas calculé. Et un jour, tu le réécoutes, tu te dis, mais c'est quoi ce truc-là ? Comment j'ai pu passer à côté ? C'est une question d'attention et de focus. Aujourd'hui, l'attention span, il est de plus en plus court. Et il y a trop d'informations, en fait. Ouais. Tu sais, ça fait ça avec quoi ? Moi, ça fait ça avec... je m'en souviens encore, avec deux artistes, avec Rof et avec Youssoupha. Avec Rof, rien de spécial. Quand le morceau il est sorti, quand j'ai écouté l'album, je switchais à fond. Et genre, 1 an plus tard, je me suis dit, mais c'est une dinguerie ce morceau, tu vois. Ouais. Et Youssoupha, c'était, je crois, Avoir de l'argent ou un morceau comme ça, où c'est pareil, tu vois. Un peu bresson, un peu profond, deep, mais un peu bresson. Et ça me mettait pas forcément sur un bon mouche qui fait pas. Et après, avec la réflexion, quand je l'écoutais jusqu'au bout, je me dis, en fait, il est très très chaud, le type. Vraiment très, très chaud. Et tu vois, c'est le temps qui permet ça. Ouais, le temps, le recul. Et puis même, Youssoupha le dit très bien, les choses sont recomprises qu'à force de le dire. Exactement. C'est ça aussi, c'est au bout d'un moment, on est obligé de te répéter 20 000 fois les choses pour que ce soit un enfant ou tu vois, peu importe l'être humain. Hein. Et ça fait vraiment une grosse différence. Et au-delà de la quantité et tout, est-ce que d'après toi, en termes d'éducation, l'impact, est-ce qu'il y a un impact ? Et si c'est le cas, à ton avis, il est comment l'impact ? Alors, il y a un impact. J'ai pas envie de noircir le tableau et de dire qu'il est négatif. Pour moi, il est très positif parce que autant nous, on était dans une culture contestataire où on essaie de revendiquer des choses, etc. etc. Et il y a des choses qu'on avançait, des choses pas du tout, et même des choses qu'on reculait. Mais aujourd'hui, ça permet aussi à certaines personnes de s'en sortir. C'est un ascenseur social pour certaines personnes et ça crée des métiers. À chaque fois, on pense uniquement au métier de rappeur, mais il y a tout ce qu'il y a autour. Il y a des photographes qui sont découverts grâce au hip-hop, des danseurs, des avocats, des managers, des entrepreneurs, des gens qui font du textile, des tourneurs, des gens qui font des concerts. Ça a donné lieu à tout un écosystème de métiers, de gens qui n'auraient peut-être pas pu avoir cette chance-là dans d'autres métiers, parce qu'il y a aussi certains endroits où l'ascenseur social est bloqué. Et autant tu peux t'en sortir par le sport, mais ça c'est une poignée d'élus parmi des millions. La musique, entre guillemets, c'est accessible à tous. Tout le monde ne peut pas arriver au stade où il peut en vivre et tout, mais tout le monde peut participer à l'aventure, et ceux qui sont les plus chanceux, les mieux organisés, les plus sérieux, peuvent s'en sortir. Donc l'impact il est réel, et culturel, social, même au niveau de la mode, etc. Mais c'est pas forcément les acteurs qui en bénéficient, parce que nous on est dedans, on se focalise peut-être pas forcément sur les bons aspects. Là où tu vois des grandes marques aujourd'hui ont complètement compris l'impact du hip-hop, de tout ça. Et ils l'exploitent aujourd'hui parce qu'ils font des surveys, des machins, et qui sont relayés par différents acteurs. Mais moi, j'essaie de voir les choses avec positivité. Et je pense que c'est une bonne chose, et que l'impact culturel du hip-hop sur la société, sur le monde, il est positif. Ok. Est-ce que tu penses sincèrement, quand tu vois l'évolution un peu de cette culture-là, avec ton expérience, que le hip-hop va disparaître un jour ? Alors, il y a des civilisations qui se sont éteintes. Donc, pourquoi pas le hip-hop, hein. Donc, je pense qu'il va pas disparaître dans le sens où par un claquement de doigts il disparaît. Je pense qu'il va évoluer, tout simplement. Je pense qu'il va évoluer vers un autre style. Parce qu'il évolue déjà en soi. Le hip-hop, que tu prends le hip-hop en 80, tu prends le hip-hop en 90, tu prends le hip-hop en 2000 et tu le prends en 2020, c'est limite 4 genres différents, tu vois ce que je veux dire. Mais ce que j'aime bien, c'est que
faut pas se mettre des œillères et faut pas c'est pas un truc fermé ou figé, c'est un truc qui évolue parce qu'il évolue avec la société, il évolue avec la technologie parce que le hip-hop est très lié à la technologie aussi. Bien sûr. On l'oublie souvent. Parce qu'il y a eu par exemple le vocodeur qui est arrivé, il y a une génération de vocodeurs. Après, il y a plusieurs technologies, même dans les clips, plein de trucs. Ouais. Bien sûr. Donc l'accès rend possible à plusieurs acteurs et même des petits de prendre en main certains outils et de les faire évoluer et de trouver des utilisations alternatives, tu vois. Et moi, je pense qu'il va évoluer et il va permettre à d'autres gens de s'exprimer. Et moi, je pense que ce mouvement, en fait, parce que c'est toujours compliqué, quand on parle du hip-hop, est-ce qu'on parle de la musique ou on parle du mouvement? Parce qu'on oublie souvent de dire que c'est un mouvement qui contient beaucoup de disciplines. Ouais, bah en vrai, il a tellement évolué qu'aujourd'hui, c'est plus un mouvement. En vrai, quand tu regardes aujourd'hui, c'est juste une façon, factuellement, de faire du biz, de faire de l'argent. Comme tout. Comme tout, tu vois. Sauf qu'avant, c'était un mouvement. Donc, c'était pour protester, c'était pour dire que ça n'allait pas en France, dans le quartier, etc. Aujourd'hui, quand tu regardes, quand tu prends un jeune, quand tu vas au lycée, tu demandes à un jeune ce qu'il veut faire, tu sais très bien que parmi eux, il y en a, ils vont dire je vais être influenceur. Je veux être dans la villa de Nasdaq. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ou dans la villa de Hachmi ou un truc comme ça. Et en fait, le délire, c'est quoi? C'est que pour moi, le mouvement, il n'existe plus, sauf pour les anciens, parce qu'on est attaché un petit peu à ce truc-là. Et que maintenant, pour les nouvelles générations, c'est juste une question de m'as-tu vu. Tu vois, c'est une question de branding. Ça reste du marketing. Je parle de la rue, je parle de ci, je parle de substances, de machin et tout, de meufs et tout. Parce que je sais qu'après, je vais gagner de l'oseille, je vais avoir les meilleures caisses, les meilleures voitures et tout. Je généralise, bien entendu. Bien sûr. Mais en réalité, tu vois, quand tu demandes à un jeune, je sais pas, demande à un jeune quel artiste il kiffe. La plupart, ils vont te dire Jul. Parce que Jul, il a mis d'accord beaucoup de gens. Mais mis à part les gens de Marseille, il y en a très peu qui vont dire ouais, regarde, il offre beaucoup d'albums, il met les gens bien, il fait en sorte de nous faire plaisir et puis nous on lui rend sa force, etc. La plupart c'est pas forcément ça va être un cobaladé qui va être là, qui va malheureusement tu vas le voir dans des snaps ou des trucs comme ça où tu vas le voir avec un ballon, tu vas le voir avec, tu vois, et malheureusement bon, il a changé hein. Mais il y a plus ce côté vraiment ce côté engagé. Je sais pas ce que tu en penses, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais l'évolution pour moi elle est là, tu vois. Alors je suis pas d'accord, mais je vois ce que tu veux dire, parce que tu te bases sur des faits, donc on n'est pas là pour nier les faits. Ouais. Sauf que pour moi j'isole ces faits parce que il y a en fait dans toute chose qui évolue il y a des dérives. Évidemment pour moi ça reste un mouvement, mais c'est un mouvement aussi qui s'est commercialisé. Ouais. Dans lequel il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas issus de ce mouvement qui en profitent et qui font beaucoup d'argent. C'est là que je te disais que ce n'est pas forcément les acteurs qui gagnent le plus, mais quand les acteurs gagnent le plus, en fait, jeune de quartier ou pas jeune de quartier, dès lors que tu n'as pas la maturité nécessaire pour gérer une soudaine notoriété ou un soudain gain d'argent, tu peux partir en vrille. On a vu des mecs de 60 ans péter un plomb parce qu'ils ont gagné de l'argent, etc. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas d'âge. Je pense qu'il y a un niveau où on n'est pas dimensionné psychologiquement pour pouvoir encaisser tout ça et pouvoir garder la tête sur les épaules. Il y en a qui arrivent, il y en a qui arrivent moins. Le truc, c'est que ça reste un mouvement parce que, même s'il y a moins ce côté contestataire et tout, c'est que, comme dans tout, dès que le business y rentre en ligne de compte, il y a des intérêts, des gens et de la manipulation qui est faite pour faire de l'argent. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a quand même un fond que le simple fait que Maître Gims, par exemple, Gims maintenant, que Gims soit en prime time à TF1 avec un clip à lui qui passe, sa simple présence de voir un noir congolais qui passe sur TF1 à heure de grande écoute et qui est apprécié par tous. Juste ça, c'est une revendication sociale. Au-delà de la musique que t'aimes pas et tout. Tu vois, on est dans une époque où les extrêmes avancent et l'extrême droite a toujours été présente, le racisme, etc. Juste ça, c'est un statement. Juste d'être là. Tu vas dans un concert de rap aujourd'hui,
la mixité sociale que tu vois des blancs, des arabes, des noirs, des indiens, des asiatiques, tu vois vraiment un melting pot. Et ça c'est un statement. Il y a évidemment des dérives commerciales, des machins ici et là, etc., comme tu le dis, les trucs d'influenceurs et tout, mais voyons le beau côté des choses. Le hip-hop a permis ça. Et pour moi, le hip-hop, il s'est tellement diffusé qu'il est partout. Quand tu vois la K-pop aujourd'hui, c'est plus proche la musique qu'ils font. C'est plus un dérivé du hip-hop qu'un dérivé de la musique coréenne traditionnelle. Tu vois ce que je veux dire? Donc pour moi, le hip-hop, là, il doit se rendre compte qu'il a gagné. Ok. Et te rendre compte, se rendre compte qu'il a gagné et qu'il peut penser ses plaies et se repenser et réinventer son modèle pour faire en sorte que les dérives ne soient pas la norme, que ce soit pas la chose dont on parle en premier. Parce que avant tout, c'est des gens qui gagnent leur vie honnêtement. Je préfère qu'ils fassent du hip-hop, qu'ils vendent de la drogue ou qu'ils fassent des braquages, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Totalement. C'est intéressant quand même parce que, tu vois, au début, quand tu me parlais, je pensais au rock, parce que le rock, c'est un peu l'évolution que ça a eu et tout. Mais effectivement, avec l'engouement que ça crée et surtout les ramifications un peu du hip-hop, maintenant, tu as même des parents qui écoutent du rap, qui écoutent avec leurs enfants, qui vont au concert avec leurs enfants. Maintenant, nous, on est des parents, donc tu vois. La dernière fois, j'étais au concert de La Fouine et effectivement, il y avait les parents et les enfants. Et les enfants et tout, c'est ouf, tu vois. Et ça veut dire que, qu'on le veuille ou non, il y a une éducation, ça éduque les gens, les jeunes et les moins jeunes. Tu vois, éduque, je sais pas, mais ça contribue à la construction de trucs. Ouais. Éduquer, pour moi, je fais attention à ce mot-là. Pour moi, l'éducation, ça doit rester les parents qui éduquent. Après, ton environnement, la société, évidemment, parce que le contexte compte. Mais pour moi, ça reste la responsabilité des parents. Il ne faut pas se désolidariser ou se délester de toute responsabilité, de se déresponsabiliser et de dire non, c'est le hip. Non. C'est ton enfant, c'est à toi de l'éduquer, etc. Il y aura toujours des cris des sirènes, des trucs autour, effectivement, mais ça reste la responsabilité, responsabilité des parents. Ouais, en fait, je parle d'éducation. C'est marrant que tu me reprennes parce que j'ai choisi ce terme spécifiquement parce que de manière inconsciente, eh ben, à force d'écouter les mêmes morceaux, tu peux te retrouver dans un mood. Si tu écoutes beaucoup de musique triste, tu vas au bout d'un moment être nostalgique, tu vois. C'est dans ce sens où je parle d'éducation. Plutôt d'influence alors. Ouais. Si on veut, ouais. Après, c'est comme toi, est-ce que tu es capable de switcher ou pas et d'arrêter de dire ok, ça c'est pas forcément bon pour moi, je vais arrêter d'écouter et tout. Et même, il faut avoir du recul. Des fois, tu peux écouter une musique triste qui est triste, mais toi, dans ta vie, ça va très bien. Tu vois c'est ça, totalement. Est-ce que toi, dans ton parcours, il y a eu un moment vraiment où tu as douté, tu t'es dit, ah vas-y, purée, j'ai envie de tout lâcher Ah oui. À quel moment tu t'es dit, t'étais vraiment à deux doigts de le faire? J'avais annoncé que j'arrêtais de mixer il y a, je sais plus en quelle année. En fait, c'est du découragement lié à l'évolution des choses. Quand tu te sens plus en phase avec ce qui se fait, notamment au niveau de la musique en tant que DJ. Ouais. Moi, je viens d'une époque où déjà les vinyles, etc., où le DJ, en fait, il était là pour être un pourvoyeur de musique et pour, entre guillemets, éduquer les gens musicalement. Les gens qui n'avaient pas forcément accès à certaines musiques, le DJ, lui, devait faire des choix pour avoir des morceaux en avance pour les faire découvrir aux gens et tout. Donc quand tu allais en soirée, il y avait une partie où effectivement tu faisait danser les gens sur des classiques, des morceaux qu'ils connaissent, mais il y avait toujours un moment où tu leur faisais entre 2-3 sons. Tu glisses un son, les gens c'est là, c'est pas mal, ça sonne bien, et continuent de danser. Là aujourd'hui, les gens ont tellement accès à tout, déjà qu'ils connaissent beaucoup de choses, et c'est surtout qu'ils n'ont plus cette soif de découvrir. Ouais, je vois. Le professionnel qui va te prodiguer, t'aimes ça, tu vas aimer ça. Là aujourd'hui c'est non, moi je sais ce que je veux, jukebox, je veux exactement le truc. À un moment donné je me retrouvais plus en phase avec ça. Il y a eu évidemment la crise du disque entre 2007 et 2012 où beaucoup d'artistes ont arrêté. Plus personne ne vendait de CD, donc l'industrie ne faisait plus d'argent, donc forcément le ruissellement vers les petites mains qui sont les DJ et d'autres gens, ça a été très très compliqué. Et surtout, quand tu es dans la vraie vie, que tu as des enfants, etc., que tu as ta moitié, ton compagnon, la personne qui t'accompagne dans ta vie, ta femme ou le mari pour les femmes, qui leur dit bon,
t'es bien gentil avec tes trucs là, mais ça rapporte pas d'oseille. Obligé, forcément, tu dois faire des choix. Mais pour moi, voilà, ça fait aussi partie de l'évolution, de toujours rester dans le hip-hop, pas forcément au même poste. Comme dans le foot, un mec il a commencé attaquant et au fur et à mesure, quand il décline physiquement, mais il devient un défenseur central, par exemple, c'est ce que je veux dire. Ok. Quel conseil tu te donnerais à Alex, pas à Flexta, pardon, mais vraiment à Alex s'il avait eu 20 ans en 2025? Soit dans l'exécution. Aujourd'hui, tu peux tout faire, mais vraiment tout. Nous, on faisait avec des bouts de ficelle, etc. On se débrouillait, et il y a eu les anciens qui faisaient avec encore moins. Fais ce que tu veux, mais fais les choses avec cœur et passe à l'action. Parce qu'il y a un temps de réflexion, il y a un temps de stratégie, etc. Mais à un moment donné, il faut agir. Tu vois, les idées en appartiennent uniquement à ceux qui les exécutent. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu dis ça parce que tu as des regrets et des remords sur quelque chose Non, pas du tout. C'est juste que je vois l'écosystème, je vois la vie, la société et les facilités qu'on a aujourd'hui. Tu vois, aujourd'hui, on peut faire un média avec du matos, avec des connaissances, etc. Tu veux utiliser un logiciel, tuto. Tu veux réparer une voiture, tuto. Tu veux savoir maîtriser un appareil, tuto. Enfin, tu vois, l'accès à l'information. ChatGPT encore plus. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. L'accès à l'information, il est tel qu'aujourd'hui, tu peux vraiment tout faire. Donc, si j'avais 20 ans aujourd'hui, mais je ferais tout. C'est vrai que c'est ouf, ça. C'est un truc... Je ferais tout. On arrive bientôt à la fin. Déjà ouais, ça passe trop vite. J'avais encore 1 heure, là. Est-ce que... je sais plus ce que je voulais dire. Oui, est-ce que tu es dur avec toi-même? Est-ce que tu es exigeant avec toi-même? Oui, comme... Sur quel aspect? Pro, perso, les deux? Pro surtout. En fait, pro, c'est parce que je sais que je suis pas seul. Et que, autant, comme tout le monde, j'aime chill, regarder des séries toute la journée, etc. Sauf qu'il y a des gens qui comptent sur toi. Déjà tes enfants. Quand les enfants ont faim, en fait, que fatigué, pas fatigué, il faut faire à manger, il faut s'occuper d'eux, il faut les instruire, faut leur parler, il faut dialoguer avec eux. Pour les éduquer, etc. Moi, dans le taf, j'essaie d'éliminer ce truc de est-ce que j'ai le choix, est-ce que j'ai pas le choix. Faut passer à l'action. Parce que quand tu te poses trop de questions, quand tu réfléchis trop, tu réfléchis 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an et demi, t'as toujours pas fait ce que tu voulais faire. Donc, je suis dur avec moi-même dans ce sens-là où il n'y a pas le choix en fait. Il n'y a pas le choix, faut y aller. Et c'est Calbo qui m'a donné cette formule-là. 0 raison. Tu as 0 raison de ne pas faire ce que tu dois faire. C'est une vraie punch. Et quand tu te mets dans ce mindset-là, je te promets que tu changes de paradigme en fait. Tu dis, mais en vérité, si moi, je ne suis pas exigeant avec moi-même et que je ne passe pas à l'action, personne ne va le faire à ma place. Totalement. Et si tout le monde pensait ça, au lieu de toujours compter sur quelqu'un d'autre, je pense que les entreprises humaines, club de foot, club de ceci, ou entreprise, ou je sais pas quoi, iraient beaucoup mieux, parce que chacun se dit non, je dois apporter ma pierre à l'édifice, et pas attendre que les autres fassent quelque chose pour moi venir après m'installer avec mes pantoufles, tu vois ce que je veux dire? Donc, je suis plus dur avec moi-même à ce niveau-là. Après, on est des êtres humains, on fait des erreurs. Il faut savoir qu'on fait des erreurs, qu'on est faillible, comme tous. Moi, quand je fais une erreur sur un montage ou sur un logiciel ou je sais pas quoi, ou sur un visuel et tout, je suis pas en train de me mettre des patates dans le mur ou je sais pas quoi. Non. Je suis un être humain, ça arrive. Parce qu'il y a un truc qu'il faut bien intégrer, et ça, j'ai l'impression de radoter tellement je le dis. Faut itérer dans la vie. Toujours. Itérer, ça veut dire répéter, en gros. En fait, c'est surtout que tu vas faire... Peu importe, dans tout ce que tu fais dans la vie, c'est que tu seras jamais parfait du premier coup. Ça veut pas dire que c'est pas parce que c'est pas parfait qu'il faut pas le faire. Bien sûr. Tu vois, nous, le premier podcast, tu regardes le premier, le deuxième, il n'était pas... totalement. C'est peut-être au bout du 25e que c'était bien. Mais il faut une première version, une deuxième, une troisième, une quatrième, et au fur et à mesure, tu améliores certains points, certaines choses, tu prends de l'expérience, de la confiance, etc. Mais au moins,
pendant les 1 an et demi, au lieu d'attendre que ce soit parfait, alors que ça l'est jamais, ben pendant 1 an et demi, tu as fait je sais pas combien d'itérations qui te permettent, au bout d'1 an et demi, d'avoir une certaine expertise, une certaine expérience et une certaine maîtrise de ce que tu fais. Tu vois totalement. J'ai mis du temps à... Alors, je l'ai compris rapidement, mais j'ai mis du temps à l'intégrer, ce truc-là. Parce que quand tu grandis dans un environnement où tu as accumulé plein de chaînes mentales, des freins et tout, pour comprendre les choses, c'est facile. Et pour intégrer, c'est encore un niveau au-dessus, tu vois, où il faut vraiment déconstruire le truc et tout. Et une des façons de déconstruire, c'est de, comme tu as dit, déconnecter le cerveau et passer le plus rapidement à l'action. Et c'est exactement ce que j'ai fait pour le podcast. C'est vraiment, dès que j'ai eu l'idée, j'ai appelé mon pote Nicolas. Nicolas Sen, vas-y, je fais un podcast. Pour moi, t'es le mec que tu dois passer et tout. Alors que le concept, c'était pas ça du tout. Mais il a dit, vas-y, je suis chaud. Et il a écouté, il a pété les plombs. Et le pire, c'est que je l'ai utilisé comme épisode pilote que j'ai envoyé à 2-3 mecs qui étaient vraiment calés et tout, dans l'univers de l'entrepreneuriat, qui avaient beaucoup de connexions et tout. Et les mecs, ils ont pété les plombs. Ils ont dit, c'est une dinguerie, ça fait 5 minutes que j'écoute, ça fait 10 minutes, il faut qu'on se voit, il faut que machin et tout. On m'a connecté avec Magellan, avant même que ça sorte. Et après, ils ont dit, finalement, on va changer de modèle économique et tout, et ça passera pas, tu vois. C'est dommage, mais wow. Tu vois, dingue de ouf. T'es passé à l'action, tout de suite, il y a des opportunités. Ouais, totalement. Je pense qu'il faut être un peu altruiste dans le sens où il ne faut pas toujours attendre de recevoir, il faut aussi donner. Donne à, appelle ça l'univers, le destin, ce que tu veux. Mais il faut que tu donnes, il faut que tu crées ta contribution à l'écosystème. Et après, tu vas recevoir des bénédictions. Tu vois, c'est ça. Croyant, voilà, tu vois ce que je veux dire. Mais tu as dit un mot qui est très important, enfin une expression, chaîne mentale. Ton plus gros ennemi, là. Tu sais, on aime trop s'inventer des vies de oui, il y a un consortium de personnes qui sont là, qui se réunissent pour comploter contre moi, pour m'empêcher à atteindre mes objectifs. Alors que le principal ennemi que tu as dans ta vie, il est dans le miroir. Il est là. Mais non, mais déjà, il est dans le miroir, c'est toi. Ouais. C'est-à-dire que si t'es pas, tu sais, pour faire du sport, je sais pas, si t'es pas discipliné, si t'es pas un truc, c'est pas quelqu'un d'autre qui t'empêche. Il y a personne qui te tient et va pas au sport. C'est toi qui veux pas le faire. Et les chaînes mentales, c'est le fléau de notre société. C'est-à-dire que il y a plein de gens qui disent ouais, le syndrome de l'imposteur, ou truc, ça c'est une autre forme de chaîne mentale. Oui. Non. En fait, fais ce que tu as à faire. C'est ça. C'est pas parfait, c'est pas truc, mais c'est ta version à toi. Et tu vois, dans le développement personnel, on dit toujours voilà, sois la meilleure version de toi-même, etc., etc. Mais c'est surtout, voilà, enlève-toi ces chaînes mentales et fais ce que tu dois accomplir. Surtout aujourd'hui, on est bien lotis. On peut avoir accès à tout. Là où avant, c'était effectivement réservé à une certaine catégorie de personnes, à une certaine catégorie socio-professionnelle qui se gardaient bien certains savoirs. Mais aujourd'hui, tu veux, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais tu veux l'entraînement de LeBron James. Sur Internet, tu le trouves. Totalement. Après, tu le fais pas, ça c'est toi. Tu veux tel cours de Harvard, tu vas sur Internet, tu le trouves. Là où avant, tu voulais le cours de Harvard. Et gratuit en plus. Gratuit. Coursera si vous voulez. Tu vois ce que je veux dire. Pas mal le sponsor. Non, c'est même pas un sponsor, mais Coursera, c'est une plateforme justement, et c'est de là que c'est né. C'est que c'est 2 étudiants de Harvard, je crois, qui assistaient à un cours de Haïti. Et c'était le prof le plus sévère de toute la fac. Et en fait, personne n'avait au-dessus de 8. Et encore 8, c'était une excellente note. Le reste, c'était des 3, 4 et tout. Et à un moment donné, les gars sont partis voir le prof. Ils ont dit on aimerait bien mettre votre cours sur Internet et tout. Et le mec s'est dit mais vous êtes fous quoi. En plus, l'Haïti et tout, c'est... Et je te parle ça, ça fait au moins 15 ans, tu vois. Et ils ont accepté, ils ont essayé. Et il y a eu, je sais plus, des milliers de connexions qui venaient du monde entier, notamment de l'Afrique. Et parmi les Africains, la plupart des étudiants qui suivaient le cours, ils étaient même pas majeurs. Ils avaient autour de 10 ans. C'est dingue. C'est une dinguerie. Tu vois. Donc, totalement. Donc, Coursera, vous pouvez aller et même bénéficier de cours. Il y a même un cours apprendre à apprendre. Oui, parce que tu vois, même ça doit s'apprendre. Ouais, totalement. Observe, prends les informations clés pour permettre d'appliquer ce que tu dois appliquer. Mais Coursera, si vous voulez sponsoriser ce podcast, vous êtes les bienvenus. Grave. C'est comme ça qu'il faut faire en vrai. Bien sûr. Non, mais là, tu viens de donner une clé de connaissance à quelqu'un qui va entendre ça. Ah, Coursera, il va aller, et peut-être que demain, il va apprendre un truc. Et tu vois, c'est le destin, c'est des petites choses comme ça. Tu as forcément entendu un truc qui t'a donné envie de... je sais pas moi, Zidane, peut-être qu'un jour, quand il était petit, il a vu un footballeur qui lui a créé le déclic et qui lui a permis tu vois ce que je veux dire. C'est vrai. Donc c'est important. Mais en tout cas, voilà, les chaînes mentales, libérez-vous de ça et de toute façon, voilà, ça va vous permettre de faire ce que vous avez à faire. Et de toute façon, moi, le truc que je dis toujours,
Moi, je fais l'ancien, le philosophe, ou je sais pas quoi. C'est que, les gars, on va tous mourir. Ouais. S'il y a une chose qui est sûre et certaine, c'est que demain n'est pas promis et qu'on va tous mourir. Ouais. Sauf pour Elon Musk, il croit que lui, il a envie de vivre 600 ans, je crois. Mais lui aussi, il passera. Sinon, après. On va tous mourir. Ouais. On est là de passage, donc faisons le maximum possible, faisons tout ce qu'on a à faire et n'ayons pas de regrets, tu vois. Fais ce que tu as à faire, essaie de le faire le plus honnêtement et sans faire en faisant le moins de mal possible, et en faisant le plus de bien possible. Et voilà. Yes. Il me reste 2 dernières questions. Vas-y, je t'en prie. À chaque fin d'interview ou d'échange, j'ai fait en sorte de faire le parallèle entre l'histoire ou ce qu'on s'est raconté et les cultures urbaines. Et toi, j'imagine que tu connais le groupe Skepta & Canon, le groupe anglais, groupe de rap. Ils ont ouvert en février 2025 avec de nom, c'était... comment il s'appelle ? Attends, je l'ai noté. Avec Ali, je crois c'est... Avec Kaiser Ali. Ils ont cofondé un supermarché. Okay. Tu vois, ils ont cofondé un supermarché et en gros, il fait une superficie de 1400 mètres carrés et sa particularité, c'est qu'il offre des produits alimentaires du monde entier, notamment des viandes halal, des poissons exotiques et des produits adaptés aux communautés afro-caribéennes et asiatiques. D'accord. Et son objectif principal, c'est de répondre aux besoins des communautés ethniques qui ont souvent été négligées par les grandes chaînes de distribution au Royaume-Uni. Parce que, alors je ne sais pas du tout comment le prononcer, mais la ville c'est Croydon. Croydon, c'est ça, Croydon. Où il y a environ 40% des habitants qui sont d'origine noire ou asiatique. D'après toi, comment on peut faire en sorte de multiplier ce type d'action en France ? Là, ils en parlent dans le contexte anglais et dans le contexte de cette ville-là, mais des épiceries exotiques, etc., il y en a plein. Il y en a plein ici. Ouais, mais au-delà des épiceries exotiques, moi je pense, par exemple, si on reste dans la bouffe, par exemple, là on n'est pas très loin de Saint-Lazare. Et là-haut, il y a une boutique que j'aime bien, enfin une forme d'épicerie qui c'est un truc anti-gaspi un peu, tu vois. Donc c'est que des fruits et des légumes bio qui te vendent à très bas prix. Et franchement, ils sont encore très bons, c'est pas cher du tout, et t'as tout ce qu'il faut en termes de produits alimentaires et tout. Pourquoi on ferait pas plus d'actions comme ça, mais dans les quartiers, en mode, on sait très bien que nos parents, ils ont la tendance d'acheter plus en quantité qu'en qualité parce que il faut nourrir toute la famille, parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent, du coup on fait en sorte d'en avoir pour tout le mois, etc. Pourquoi on ne mettrait pas des actions comme ça ou d'autres actions qui sont peut-être plus liées à l'éducation, à ce genre de choses dans nos quartiers, au lieu de mettre que des city-stades ou des terrains de sport à chaque fois, même si c'est bien, tu vois. Et comment on peut faire évoluer nos quartiers à ce niveau ? Comme le groupe de rap anglais a fait là, en fait ils ont arrêté d'être spectateurs, ils ont été acteurs. Et je pense qu'il y a une notion aussi d'échelle. Parce que les mecs, on pense toujours à grand marché ou je sais pas quoi, alors qu'aujourd'hui on est dans l'ère où pour moi les niches ont gagné. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui tu sais que tu as une niche de telle personne qui veut consommer tel produit ou telle musique ou tel style ou tel genre, peu importe. Tu peux te focaliser sur cette niche-là et être successful et gagner de l'argent. Plutôt que de toucher 0,001% de la masse, tu te focalises sur les gens qui seront réceptifs à ton message et ça te permet d'être plus efficace. Moi, ce que j'aime bien, par exemple, je te prends des exemples, parce que je voyais la dernière fois la communauté musulmane avec tout ce qui est marché du halal, notamment sur tout ce qui est fast-food. T'as Geladal, Point B, etc., qui sont arrivés pour répondre à un manque du marché en termes de restauration halal, notamment au niveau du burger. Et la dernière fois, j'ai vu un gars de Quick, là, il disait tous les Quick qui sont passés en halal, là où ils faisaient 1 million, maintenant ils font 3 millions. Ouais. Parce qu'il y a une quantité. Moi, je pense à celui d'Argenteuil, par exemple. Il y a un Quick qui est halal, il est blindé. Tout le temps. Parce que les gens veulent du halal, mais dans fast-food, il n'y en a pas. Donc ils sont là, ils sont frustrés, ils prennent des fils aux fiches, etc., etc. Le jour où vous faites en sorte de coller votre offre aux vrais besoins des gens, faute qu'ils sont là, c'est bon.
ça fonctionne, tu vois ce que je veux dire. Donc eux l'ont compris, les entrepreneurs qui ont créé les Gelada, le Point B, etc., ils ont compris. Au taco, savon et tout, c'est qu'il y a un marché. Demain, si tu es dans une ville où tu sais qu'il y a une grosse communauté, je sais pas moi, afghane qui parle pas français, bah, tu peux faire un truc, une petite école ou une petite structure pour apprendre le français aux Afghans avec des professeurs qui parlent les deux langues, tu vois ce que je veux dire. Et ça a fonctionné parce que localement, tu sais qu'il y a cette population qui a besoin de ce truc-là. Et moi, pour moi, il faut vraiment raisonner comme ça, en termes de niche. Aujourd'hui, on a pu, grâce à la technologie, grâce à l'information, se passer de certains intermédiaires qui avaient peut-être aussi leur agenda, etc. Ben nous, directement, là, si toi et moi, on se dit, vas-y, on va dans telle ville, on analyse le marché et les manques qu'il y a, on peut se dire, vas-y, on crée le truc qu'il faut pour ce marché-là. Ils sont 10 000, 20 000, 5 000 ou peu importe. On sait qu'on peut trouver un modèle économique autour de ces gens-là. Donc ça permet d'être plus efficace. Donc pour moi, il faut vraiment que les gens arrêtent d'être spectateurs au lieu de se dire, ouais, qu'est-ce qu'il y a pour moi ? Non, il n'y a pas, crée ton truc. Et Parole Véritable, c'est net ça. C'est qu'on trouvait qu'il y avait un certain manque dans le traitement du hip-hop, de la musique, etc. Nous, avec notre expertise qui date de trucs, parce que Arnaud, le Boug Arnaud, big up à lui, il était, stagiaire chez Rap Mag à l'époque. Ouais. Moi, je suis DJ depuis 98. Donc, on est anglophone, etc. Donc, toute cette connaissance, on collectionne les magazines, les CD, les machins, les vinyles et tout, toute cette connaissance-là emmagasinée, on ne se retrouvait pas forcément dans l'offre qui était proposée à ce niveau-là. Et au lieu de critiquer de façon stérile, on s'est dit, on va créer notre version. On touche 5 personnes, c'est bien, on en touche 10, c'est génial, si on en touche 20, c'est ce truc. Pour moi, c'est cette mentale qui est importante, c'est surtout le fait de se dire qu'on touche une personne ou 100 000. Ah oui, tu vois, bien sûr. C'est ça aussi. Ouais, parce que si tu touches une personne et que tu peux changer son destin ou je sais pas quoi. Ouais, c'est ça. Derrière, il y a l'impact. C'est magnifique, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Il y avait un film comme ça d'ailleurs avec un jeune, je sais plus c'est quoi, c'est l'histoire d'un prof qui donne un devoir à des jeunes en primaire et tout. Et il leur dit, faites un projet qui fait en sorte de changer le monde. Et ce jeune-là, il dit, ok, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais donner un coup de main à quelqu'un qui a besoin d'aide. Et après, la seule chose que je lui demande en retour, c'est d'aider 3 autres personnes. Voilà. Comme ça, de manière exponentielle et tout, le monde devient meilleur. Tout simplement. C'est ouf. Voilà. Ok, dernière question pour toi. Vas-y. Comme les Negmarons, si tu devais faire le bilan. Pour moi, les bilans, ça se fait à la fin. Donc, là, je suis pas... Enfin, j'espère ne pas être à la fin. Mais, écoute, je suis content de la personne que je suis. Parce que, voilà, je suis une personne de principe et je suis une personne intègre. Et j'essaie d'être une personne qui donne. Je suis plus un donneur qu'un receveur. C'est-à-dire que donner des fleurs, donner des compliments, de aider, etc., pour moi, c'est important. Et... le podcast me permet de redonner au hip-hop tout ce qui m'a apporté. Tu vois ce que je veux dire ? Des connaissances, en fait. Pour moi, l'énergie, c'est pas quelque chose qu'on garde, c'est quelque chose qui circule. Donc, ce qu'on t'a donné, il faut le retransmettre, le donner, le diffuser, etc. Donc, très content de ce qui se passe, très content de l'évolution. Là, le podcast, ça fait 5 ans. Il y a des choses qui avancent. On n'est pas pressé. Comme Nipsey Hussle le disait, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Et je suis fier de ce qu'on fait, et voilà, je suis fier de ne pas être devenu une mauvaise personne ou une personne avec uniquement focalisée sur l'argent, et de ne pas avoir été trop impacté par les dérives. Voilà, la santé physique, c'est important, mais la santé mentale, ça l'est encore plus. Donc, être en accord avec qui tu es, c'est le plus important, tu vois. Et on te souhaite longue vie, en tout cas. Longue vie à toi aussi. Hein. Merci à toi. Parole Véritable, le podcast qui parle de lifestyle, de culture, de films, de cinéma, de plein de choses, avec des invités de folie. Il y a aussi Temps Mort Show qui parle plus spécifiquement de basket. Exactement. Si vous avez besoin d'un filmmaker, de quelqu'un qui doit prendre des photos, des images, contactez Flexstar, notre cher DJ. Et merci à toi pour ta présence. Merci pour ce moment. Ouais, je t'en prie. Et puis, comme vous savez, on peut retrouver cet épisode partout. Mais surtout, donnez de la force, un like, abonnez-vous. Et surtout, n'oubliez pas, n'écoutez pas les conseils des gens, écoutez leur histoire. Merci à toi. Merci, frérot.